nous allons décortiquer les séquences politiques parce qu'il y en a eu beaucoup cette semaine donc en France avec Perrine Tarnot, directrice de l'information de Public Sénat. Bonjour, bienvenue. Bonsoir Estelle. Et Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée et Matignon pour l'agence de presse Reuters. Alors vous connaissez la tradition, Elisabeth. On va commencer avec la séquence de la semaine. Votre séquence. Oui. Pour moi, c'est la visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque pour illustrer la séquence sur la réindustrialisation de la France. Un sujet sur lequel le président est très à l'aise parce que l'économie, la relance du pays, l'emploi, c'est vraiment un sujet dont il espère, sur lequel il espère pouvoir s'appuyer pour remonter la pente alors que la situation est quand même difficile pour lui politiquement. Effectivement, oui, il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine. Bon, il y a eu quelques casseroles aussi à Dunkerque, hein, vous y étiez, donc vous l'avez vu. Et puis demain, il y a l'ouverture de Choose France. Absolument, qui clora la séquence avec, je crois, un chiffre record d'investissement en France et encore des annonces d'entreprises qui s'installent dans notre pays. Effectivement, alors on va développer ça, mais d'abord, Perrine, votre séquence à vous. J'ai choisi la démission du maire de Saint-Brévin. Démission suite à des violences qu'il a subies, violences verbales, violences physiques, jusque dans sa sphère privée, puisqu'on voit effectivement cette photo de ces deux voitures incendiées devant sa maison, et donc sa maison qui avait été touchée alors qu'il y dormait avec sa famille. Une séquence qui est symptomatique de la montée des violences envers les élus en France, plus de 32% l'année dernière, donc c'est une hausse qui est constante, qui n'est pas très rassurante. On a pu voir aussi que plusieurs parlementaires avaient été la cible de violences verbales et physiques à l'occasion du débat sur la réforme des retraites, des permanences qui ont été saccagées, des domiciles privés qui ont été touchés. Et donc c'est très symptomatique d'une radicalisation du débat public, du débat politique et notamment d'un moyen en fait de pousser ces revendications dans la sphère politique. Et Elisabeth Borne a réagi sur ce sujet puisque effectivement ce maire a dénoncé le manque, l'inaction du gouvernement. Donc Elisabeth Borne qui a donné une longue interview dans le journal du dimanche et elle dit qu'effectivement il faut être peut-être plus vigilant. Elle dit aussi je veux continuer à relever les défis du pays. Alors Elisabeth Pinault, là aussi c'est une petite mise au point, elle est là. Bientôt ça fera un an qu'elle est, à Matignon, oui. C'était le 16 mai. Oui. Donc voilà, est-ce que ça va suffire cette offensive médiatique? En tout cas, Elisabeth Borne est là et bien là, même de la réunion où elle était toute la semaine, elle lance des messages, qu'elle n'est pas une brindille, qu'elle ne casse pas comme ça, qu'avec Emmanuel Macron, ils ont chacun leur personnalité. Elle concède ça dans l'interview quand on leur dit que les deux ne s'entendent pas, mais qu'ils ont la même vision de la France et c'est ça qui compte, qu'il peut compter sur elle, qu'elle restera loyale. Et je pense qu'on ne peut pas dire même qu'elle s'accroche à Matignon, c'est plus que ça. Elle dit j'y suis, j'y reste. Voilà. Et on sait qu'il y a pas mal de velléités autour, d'autres ministres qui se verraient bien à Matignon à sa place, mais je crois qu'elle confirme qu'elle compte bien rester et nous verrons bien. Après, voilà, le soutien d'Emmanuel Macron n'a pas été étincelant à son égard, mais l'époque n'est pas facile non plus. Peut-être qu'il lui en veut un peu de tout ce qui se passe, de cette séquence des retraites qui n'en finit pas, par exemple. Oui, on va y en tout cas, Elisabeth Borne, elle donne des signes de vouloir rester à Matignon et pas de lassitude. Alors, elle veut rester à Matignon, mais il y a ce sondage qui est paru aujourd'hui dans le Figaro, une étude Odoxa Backbone qui révèle que 69% du pays ne se satisfait pas du bilan d'Elisabeth Borne. Est-ce que ça vous surprend, Perrine Tarnot? Non, ça ne nous surprend pas tellement parce qu'effectivement, elle a du mal à se défaire de ces images de techno, on l'a souvent dit sur ce plateau, donc elle a du mal à en sortir. Il faut dire qu'effectivement, Emmanuel Macron ne lui facilite pas la tâche puisqu'il se réserve un peu à lui le Tour de France, de la France positive, des bonnes nouvelles, à annoncer sur le terrain des investissements, effectivement, de la création d'emplois, notamment dans le secteur de l'industrie, on va en parler un petit peu plus tard. Donc elle a forcément le rôle le plus difficile à jouer, celui de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, puisque la majorité relative Renaissance ne suffit pas pour l'instant à faire adopter les réformes que le président de la République souhaiterait faire passer au Parlement. Bref, elle a la tâche la plus ardue dans le duo de l'exécutif. Donc forcément, elle n'est pas très populaire. Forcément, effectivement, son job aux côtés d'Emmanuel Macron n'est pas évident, mais elle s'accroche. C'est son caractère. Elle a toujours prouvé, effectivement, qu'elle était très dure à la tâche, donc elle était pugnace, effectivement, et donc elle s'accroche. Alors elle s'accroche, elle a donné rendez-vous aux syndicats, donc ça sera cette semaine, donc mardi et mercredi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
C'est une séquence importante, hein. Elle laisse la porte ouverte et elle laisse l'ordre du jour ouvert. Donc là, les syndicats pourront dire de quoi ils veulent parler. Évidemment, à commencer par la CGT, ils vont commencer par demander le retrait de la réforme de la retraite et elle va leur dire non, ça ce n'est pas possible. Donc on va voir ce qui se passe s'ils quittent la table ou si ils commencent à parler d'autres sujets sur des réformes du travail qui peuvent... ça peut être intéressant, hein, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur le RSA. Il y a beaucoup de sujets quand même très importants. Et les syndicats sont quand même en position de force parce que si on ne parle pas de la retraite, là, ils peuvent obtenir de bons accords, à mon avis. Et la CFDT a déjà donné le signe. Alors, ce ne sera pas Laurent Berger, ce sera celle qui lui succède. Mais a déjà donné le signe qu'il était prêt à discuter. Et on peut penser qu'Elisabeth Borne aura à cœur de mener à bien ces discussions, sachant que la prochaine étape, c'est le 14 juillet, la fin des 100 jours, donc il lui faut quand même des résultats d'ici là. Oui, alors donc des discussions. Alors cette réforme des retraites, est-ce qu'on va vraiment clore cette séquence comme le souhaite le gouvernement ? Non, pas du tout. D'abord parce que Sophie Binet, la leader de la CGT, l'a rappelé encore ce matin dans une émission. La première chose qu'elle veut poser sur la table des négociations en face à face avec Elisabeth Borne, c'est le retrait de cette réforme des retraites. Ensuite, parce que la séquence va se poursuivre au Parlement, il y a la fameuse proposition de loi Lyotte qui va être examinée à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain. Et on sait que symboliquement, même si tout son cheminement législatif n'a peu de chances d'aboutir, mais si elle est symboliquement votée au moins une fois par l'Assemblée nationale le 8 juin, forcément, ça fera très très mal pour l'exécutif. Donc la réforme des retraites, elle est toujours là, effectivement, dans les discussions à la fois entre syndicats, patronat et exécutif, mais elle est aussi dans l'état d'esprit des Français, qui, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui à être opposés à cette réforme des retraites, parce que c'est comme s'ils l'avaient un petit peu intégrée, en fait, aujourd'hui, cette réforme, ils sont quand même toujours aussi nombreux à vouloir que l'opposition, en tout cas l'exécutif, à ce type de réforme, se poursuive dans la rue ou ailleurs. Et pourtant, il y a ce contre-feu, effectivement, enfin, cette opération sur l'industrialisation de la France, la réindustrialisation. Beaucoup d'annonces, on le disait tout à l'heure, d'Emmanuel Macron. Même là, il s'exprime dans le journal L'Opinion en appelant à poursuivre la baisse de fiscalité par les classes moyennes. Alors, c'est autre chose, mais c'est quand même toujours sur le plan économique. Toujours des bonnes nouvelles. Ça peut fonctionner, ça ? Pour l'instant, on attend les résultats. Il est un peu trop tôt pour dire s'il y en a. En tout cas, Emmanuel Macron continue sur cette voie avec des annonces presque tous les jours, plusieurs voyages par semaine. Là, il va y avoir une pause parce qu'il va partir longuement à l'étranger. Donc, il a fait le maximum ces derniers jours pour présenter des bons chiffres, des bons résultats. Et c'est vrai qu'à Dunkerque, c'était flagrant. Moi, j'y étais. Il était entouré de centaines, peut-être de milliers d'ouvriers contents de leur sort, bien payés, dans une région qui a beaucoup souffert de la d'industrialisation et qui là retrouvait presque 5000 emplois ont été annoncés dans la seule journée de vendredi pour plusieurs générations, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc évidemment, Emmanuel Macron, ce bain de foule était évidemment plus agréable pour lui que ce qui se passait à l'autre bout de la ville, qui était hyper sécurisé, c'est-à-dire de nouvelles casserolades. Il y a eu deux manifestations d'opposants à Dunkerque vendredi. En même temps, le fameux en même temps. Et donc, je rappelle, un investissement de 700 millions d'euros représentant 1700 emplois. C'est l'annonce qu'il fera demain. Ça, c'est demain, oui, c'est en plus demain, de ce qui a été annoncé vendredi. Alors, on va revenir sur un autre thème, une autre séquence qui a beaucoup fait parler, c'est-à-dire, faut-il laisser les manifestants de l'ultra-droite manifester. Ça, c'était donc la semaine dernière. Alors, finalement, le gouvernement a rétro-pédalé, mais finalement la justice est arrivée. Alors est-ce que cette polémique a lieu d'être ? En fait, pour un peu rembobiner, le week-end dernier, pas celui-ci, le week-end d'avant, il y avait donc eu cette manifestation du GUD. Gérald Darmanin, mardi à l'Assemblée nationale, lors des questions d'actualité au gouvernement, a dit dorénavant, je vais demander l'interdiction de toutes les manifestations de l'ultra-droite. Or, on sait que c'est totalement illégal et donc un peu démagogique comme annonce, puisqu'une interdiction de manifestation, ça se fait par la justice, au cas par cas. N'est-ce pas démagogique aussi des autres partis qui ont demandé l'interdiction ? Oui, tout à fait. Mais on ne peut pas interdire comme ça d'une façon générale un certain nombre de manifestations. Le droit de manifester, c'est un droit protégé par la Constitution française. C'est après au préfet de voir s'il y a des troubles à l'ordre public éventuels. Et dans ces cas-là, il peut demander l'interdiction d'une manif qui est validée ou pas par la justice. Il y a un recours contre cette interdiction. Donc c'était une annonce de Gérald Darmanin complètement démagogique, illégale en l'occurrence. Et il s'est pris les pieds dans le tapis puisque patatras, deux manifestations
manifestations, effectivement, hier d'Action française ont été, les interdictions ont été invalidées par la justice. Avec le colloque hier et aujourd'hui la manifestation qui a eu lieu pour Jeanne d'Arc. Elisabeth Pinault, cette polémique, finalement, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est le début d'autres polémiques du même genre, parce qu'on voit bien que la société se tend, qu'il y a des manifestations d'extrême gauche, d'extrême droite, avec des violences, des visages masqués, et il y a donc l'aspect politique de tout cela, avec des flèches très fortes tirées par l'exécutif contre les extrêmes des deux bords, mais il y a l'aspect juridique des choses. La France est un État de droit où on a le droit de manifester. Donc évidemment, ces deux choses vont parfois entrer en collision. Alors très brièvement, peut-être juste un mot des Républicains avec cet entretien accordé par Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Et Éric Ciotti aussi qui sort son cabinet de l'ombre. Voilà. Est-ce que ça va marquer d'Éric Ciotti. Je ne suis pas sûre que les Français comprennent ce qu'est exactement un shadow cabinet, parce que c'est une tradition anglo-saxonne. La longue interview de Laurent Wauquiez dans Le Point, je pense que chez les LR, un certain nombre se sont dit enfin, parce qu'on attendait beaucoup effectivement que Laurent Wauquiez sorte du bois, notamment sur le dossier de la réforme des retraites. Après, est-ce que ça va suffire ? Parce que le doute s'est installé, s'est instillé un peu dans les esprits chez les Républicains. Et Laurent Wauquiez n'apparaît plus aujourd'hui comme le candidat naturel des LR pour la présidentielle de 2027. Donc, qui dit n'apparaît plus comme le candidat naturel dit la question des primaires à droite qui revient sur le devant de la scène avec un David Lisnard, par exemple, qui a fait entendre encore ses ambitions cette semaine. Donc bon, pour l'instant, il y a encore beaucoup de chemin à construire pour Laurent Wauquiez. Vous êtes d'accord ? Sans oublier Bruno Retailleau, qui a lui aussi donné sa grande interview ce matin, que j'ai lue, où il attaque Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie non plus, Bruno Retailleau, le président des sénateurs, les Républicains, où il attaque Emmanuel Macron. Il dit que voilà, oui, il fait plein de bonnes nouvelles qui devraient plaire à la droite. Tous ces nouveaux emplois, évidemment, c'est complètement des choses qui devraient plaire à son camp, mais il dit ce n'est pas financé, ce n'est pas assez. Voilà, donc il sait où il est et lui, il continue son chemin personnel, disons. Très bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce dimanche en politique.